Bonjour et bienvenue à cette intervention sur Hammershøi. Comme vous savez très bien, vous pouvez bien regarder, je ne suis pas ni Jean-Loup Champion, qui malheureusement s'est tombé malade. Et donc, on a posé la question d'abord que si l'autre co-commissaire de l'exposition Hammershøi, qui se trouve maintenant au musée Jacquemart-André, pouvait donner cette intervention. Malheureusement, il n'était pas disponible, donc c'est moi, une Anglaise, et Marianne Stevens. J'étais dans le passé directrice des affaires académiques à la Royal Academy des Beaux-Arts à Londres, et j'ai fait un spécialisme dans la peinture du 19e siècle et de plus en plus dans la peinture nordique de cette époque. Et dans ce cas-là, j'ai fait une exposition Hammershøi à Londres en 2008, qui s'est passée après à Tokyo. Et aussi, j'ai continué mes études sur Hammershøi dans une collaboration avec une exposition qui a eu lieu en 2013 à Munich et aussi à Copenhague sur Hammershøi et l'Europe. Parce que ce qui m'intéresse énormément, c'est les relations entre Hammershøi et ses contemporains dans le large de l'Europe, et surtout ses relations avec l'Angleterre, parce qu'il a passé 6 séjours à Londres, beaucoup plus que dans tous les autres endroits, tous les autres lieux en Europe. Alors d'abord, et très importante, j'essaie de donner ces conférences en français. Si j'ai fait des fautes de grammaire, excusez-moi. Si je perds de vocabulaire, aussi excusez-moi. De temps en temps, probablement, je vais tomber dans l'anglais. Donc un petit peu de franglisme, si vous voulez dire. Hein. Mais voilà. Alors, on avance. D'abord, ce que je veux noter, c'est que le cadre de cette intervention, c'est bien sûr l'exposition qui se trouve maintenant au musée Jacquemart-André. C'est une exposition assez précise, assez logique sur l'art de Hammershøi, mais en même temps, c'est une exposition qui nous donne un peu d'aperçu sur les autres peintres du cercle de Hammershøi, comme par exemple son beau-frère Peter Ilsted et aussi son bon ami Hølshøi. Alors, je vais parler de ça un petit peu plus tard dans la présentation. Alors, pour moi, c'est pas, je crois, ma responsabilité, et je ne voudrais pas le faire, de parler de l'exposition elle-même. Ce n'est pas ma propre exposition. Et je crois que Jean-Luc Champion est vraiment le commissaire de cette exposition très importante, et c'était à sa place. Je ne veux pas être tout à fait dans sa place. Mais au contraire, ce que je vais montrer aujourd'hui, c'est qui était Hammershøi et où il se place au point de vue de son art dans l'art un petit peu plus large de l'Europe, au point de vue de ses influences et aussi de son vocabulaire très particulier, très personnel, si on peut dire, pour montrer qu'il y a un chemin vers l'art moderne qui était assez spécial, si vous voulez dire. C'est pas le fauvisme, c'est pas le cubisme, c'est pas le néo-impressionnisme, c'est autre chose. Et ça, on va voir, à partir des images. Mais je commence avec l'autoportrait de Hammershøi, et je m'excuse, tous les titres des tableaux sont en anglais, mais vous connaissez très bien l'anglais, donc ça ne pose pas de problème, j'espère. Alors, voilà le peintre assez tardif dans sa carrière. Il est mort, il était né en 1864, il est mort assez tôt, en 1916, donc d'un cancer. Mais donc, voilà, 5 ans avant sa mort, il est en train de se présenter comme peintre. On voit qu'il était, bien sûr, peintre, parce qu'il a une brosse, à la main. Mais ce qui est très important, au point de vue de regarder sur, l'idée du style, du vocabulaire personnel de ce peintre, c'est d'abord les couleurs. C'est tout dans un teint assez plat, assez terne presque, un petit peu gris, un petit peu morne. Et ça, on voit par
dans tous ces tableaux. Mais aussi, vous voyez bien, enfin, les reflets dans la porte ouverte, le reflet dans les fenêtres, dans les glaces. Alors ça nous donne enfin absolument l'indication que ce qui l'intéresse, c'est la question des espaces, les espaces intérieurs et aussi les espaces extérieurs. Il les suit, il les découvre, il les décrit. Et voilà ce qu'il est en train de nous dire. L'espace, c'est compliqué et ça m'intéresse énormément. Et troisième, il y a de la lumière. Mais la lumière, dans les tableaux de Damosoy, est toujours, comment dit-on, poussée hors de la source de la lumière, est poussée toujours hors de la toile, de la composition. Ça arrive, enfin, un petit peu à part, et pour nous présenter une espèce de mystère qui se trouve dans toutes ses œuvres. Et ça se voit par exemple dans ces deux tableaux classiques de Hammershøi. À gauche, c'est Rayon de soleil de 1906, et puis à droite, ça c'est intérieur à un de ses appartements, je vais en parler un petit peu plus tard, de 1901. Vous voyez, dans le tableau à gauche, c'est vraiment une peinture de la lumière. C'est la lumière qui entre dans la chambre de son appartement, un petit peu avec la poussière dedans, donc ça vous donne un petit peu de lisse, de lumière lisse dans le texte, enfin, du tableau. Et en plus, on voit que ça, c'est une espèce de... Pardon, c'est une question, je m'excuse. Je parlais enfin de la lumière, là, qui est tout à fait, enfin, qui indique que voilà quelqu'un qui s'intéresse de la source de la lumière, mais aussi qui est absolument fasciné par ce qui se passe quand la lumière passe dans la chambre. Et vous voyez aussi que c'est très simple. Il n'y a rien dans cette chambre, ni enfin aucun immeuble. Et en plus, si on voit bien, sur la porte, il n'y a pas de poignée. Il n'y a rien. Tout était vraiment réduit à la base essentielle. Et à droite, on a au contraire, enfin, ou peut-être toujours, enfin, la lumière qui entre jusqu'au fond de la troisième chambre, salle. Mais on a la porte ouverte pour nous faire entrer dans cette espèce de couloir pour passer de la première plan jusqu'au bout, jusqu'à l'arrière-plan, avec une espèce de mystère dedans. Et ça, c'est réinscrit par le fait d'une personnage qui se trouve dans la deuxième chambre, mais dos à nous, c'est contre, on ne le voit pas, presque pas, on ne sait pas ce qu'elle fait. Est-ce qu'elle est en train de passer d'une chambre à l'autre? Est-ce qu'elle est là, enfin, en réfléchissant? On ne sait pas. Et ça nous indique aussi que Hammershøi est vraiment un peintre où, dans ces tableaux, on ne trouve aucune narrative. Ça n'existe pas. On pose toujours la question, qu'est-ce qui se passe? Mais ce n'est pas la question qu'il faut poser. Alors, Hammershøi, qu'est-ce qu'il était enfin comme peintre, comme formation au point de vue de la peinture, au point de vue d'un artiste? Enfin, il est né, comme je vous ai dit, à Copenhague. Et à Copenhague, on a toujours enfin une école de beaux-arts, une académie royale de Danemark, de beaux-arts, qui était fondée au XVIIIe siècle sur le modèle enfin de l'académie royale de peinture et de sculpture qui était fondée enfin en France, à Paris, au XVIIe siècle. Et là, il a suivi des cours assez classiques, assez traditionnels. Il a fait des copies après les plâtres, après les moulages d'après l'Antique. Et voilà un exemple à droite. Et puis aussi, il a fait des études sur le modèle vif. Alors, comme par exemple ce dessin à gauche, qui est vraiment d'une technique extraordinaire. Il était très, très doué. Et ensuite, il a fait aussi des études
en dessin, mais aussi à l'huile. Et donc, on a deux exemples ici des nus féminins qu'il a fait enfin pendant ses cours à l'école de Beaux-Arts. Et là, il a fait la connaissance de 4 autres peintres, Karl Hölzer, avec enfin un tableau très important qui se trouve dans l'exposition au musée Jacquemart-André, intérieur, femme lisant. C'est un des premiers de ce genre de tableau d'intérieur avec un personnage qui n'a aucune relation avec le spectateur. Peter Ilsted, qui est devenu, enfin en 1881, le beau-frère de Hammershøi. Johann Rode, à droite, assez radical, artiste qui était très influencé par l'art japonais et qui était enfin la force derrière la formation d'un salon de refusés en 1890. Et puis ensuite, il y avait Williamson. Et dans un tableau un petit peu plus tardif dans la carrière de Hammershøi, les portraits, il fait très peu de portraits, mais voilà, enfin un portrait de 5 personnages. D'abord, de gauche à droite, il y a d'abord Bindesbøll, qui était enfin un peintre, mais aussi un architecte et aussi un designer. Il a fait de la céramique. Là. Et puis ensuite, on a Madsen, qui était aussi un ami, qui était enfin à l'école des Beaux-Arts avec Hammershøi, qui est devenu critique d'art, très importante, enfin, par tous les pays nordiques au début du XXe siècle. Et puis ensuite, on a Williamson, qui était enfin ami de Gauguin et un lien très proche avec le post-impressionnisme à Paris pendant les années 90. Et puis, à droite, un petit peu je sais pas, relaxed, décontracté, c'est Karl Hölzer. Et puis, devant la table, c'est le frère plus jeune de Hammershøi, qui s'appelle Svend, qui est devenu lui aussi artiste, peintre. Mais hors de la formation qu'il a eue à l'école des Beaux-Arts, Hammershøi a aussi trouvé la possibilité de suivre des cours dans une école libre qui était fondée à Copenhague au début des années 80, fondée par des peintres comme Krøyer, comme Tuxen et comme Zahrtmann. Très importante parce que c'était une formation un petit peu au contraire de ce qu'on trouve à l'école de Beaux-Arts, beaucoup plus libre, qui était basée sur le naturalisme qui est venu à Paris autour de Bastien Lepage et aussi d'une technique très lisse qu'on dit en anglais International Painterly Naturalism. Je ne sais pas comment ça traduit en français. Voilà. Alors Krøyer, par exemple, était un des profs à cet atelier libre. Et voilà enfin un exemple de ce qu'il est en train de faire. Et je vais présenter enfin ce tableau de 1884 parce que pour Krøyer, c'est la lumière qui compte, en même temps qu'une espèce d'ouverture au point de vue de technique, enfin, de la peinture. Et vous voyez très bien dans ce tableau qui était fait à Skyen, c'était une colonie d'artistes au nord du Danemark, cette espèce d'intérêt dans la lumière. Et comme vous avez déjà vu, enfin pour Hammershøi, la lumière était très importante. Et voilà, on arrive à Hammershøi qui est devenu professionnel. Et la première fois qu'il a présenté un tableau, des exemples de son œuvre, au grand public, c'était au salon annuel qui s'appelle Charlottenborg, le salon de Charlottenborg, en 1886. 5, pardon. Voilà. Et le tableau qu'il a présenté, c'est le portrait d'une jeune fille qui était enfin un portrait de sa sœur, qui s'appelle... comment ça s'appelle ?
Anna, voilà. Bon, alors, il y avait enfin une espèce de scandale autour de ce tableau parce que tous ses amis, comme Holsøy, Ilsted, Wilhelmsen, etc., et Madsen, a pensé que c'était à Hammershøi que le Grand Prix Neuhaus aurait dû créditer. Mais malheureusement, les gens les profs qui dominent le salon de Charlottenburg a eu une autre idée, et donc Hammershøi n'a pas gagné le prix. Alors ça a donné beaucoup de désatisfaction, si on peut dire, dans cette petite groupe de peintres. Et Hammershøi lui-même a pris la décision de partir en voyage. Donc il est allé d'abord à Berlin et Dresde pour étudier la peinture hollandaise du XVIIe siècle. Je reviens sur ce point plus tard. Et puis ensuite, un an après, en 1887, il est allé en Hollande et aussi en Belgique pour étudier les Vermeer. Et quand on parle de Vermeer, il y a quelque chose dans l'art de Hammershøi qui vraiment sonne sur ce point-là. Alors, en 1888, il a présenté ce tableau ici, à droite, jeune fille qui est en train de tisser, qui était dans le salon du Charlottenburg. Et ça, c'était rejeté par le jury du salon, et ça a provoqué l'idée de faire un salon de refusés. Ça a pris encore 2 ans avant que ce soit établi à Copenhague, mais c'était vraiment le germe de cette idée. Et pour Hammershøi, malgré tout cela, il est parti l'année après pour aller à Paris, où il assistait à l'exposition universelle de 89. Et là, il était représenté avec 4 tableaux dans le pavillon danois, qui est assez curieux, malgré le fait qu'il était rejeté par les jurys l'année suivante. Mais en revenant à Paris, il a présenté au salon de Charlottenburg, ce tableau-ci à gauche. C'est la chambre. Et c'était aussi rejeté, encore une fois. Et c'est à ce moment-là que Roda, l'ami d'Hammershøi, a pris la décision, avec Hammershøi et aussi avec Wilhelmsen, de créer ce qui était devenu le Frie Udstilling, l'exposition libre. Et ça, c'était fondé en 1891 avec un bâtiment temporaire, mais 2 ans après, Wilhelmsen, ami de Hammershøi, a fait le design, il était l'architecte, pour ce pavillon-ci, qui existe toujours et qui est devenu la maison clé de l'exposition libre. Alors Hammershøi est très intéressant comme artiste, parce que même s'il nous donne l'impression qu'il était renfermé même dans sa vie assez privée, assez exclu, assez silencieux même, de ses intérieurs, toujours faits à Copenhague, dans ses appartements, ou bien du paysage en Danemark. Il a voyagé beaucoup. Et ça, on sait très bien, parce qu'il y a une archive très importante qui reste toujours dans le Hirschsprung, la fondation Hirschsprung à Copenhague. Il écrit toujours à sa mère, qui le soutient pendant toute sa vie. Elle était très importante. Et s'il part pour la Belgique ou part pour Londres, il écrit même la journée du départ, je suis en train de partir. Et puis ensuite, il arrive à Londres, il dit, je viens d'arriver à Londres. Et puis, presque tous les 2 jours, c'est soit lui, soit sa femme Ida, qui écrit toujours à la mère. Alors, nous savons très bien qu'il a
revisité Paris en 1892, mais il a fait très peu d'œuvres, enfin, basées sur cette visite. On ne sait pas s'il a vu, enfin, des expositions temporaires ou bien il a visité les galeries, enfin, de la peinture moderne, etc. Mais de toute façon, il est allé au Louvre. Il a fait, enfin, entre autres, ce tableau-ci à gauche, qui est un bas-relief grec qui se trouve au Louvre. Alors, il arrive à Londres la première fois en 1897 et il reste jusqu'à mars 1898 avec un petit intervalle parce qu'il est allé, enfin, il est revenu à Copenhague pour Noël. Et il revient à Londres, quand je vous ai dit, 6 fois, absolument fascinant. Tout le monde dit que, enfin, dans la littérature du passé, tout le monde on dit, Hammershøi a fait rien à Londres. Il ne parle pas l'anglais, il ne connaît pas les gens, il n'avait pas aucune relation avec l'art du temps, hein, l'art contemporain, absolument rien. C'est pas vrai du tout. Il a fait, enfin, des relations avec des Anglais, y compris, enfin, quelques peintres assez avant-garde. Il a eu des expositions à Londres, 2 très importantes au grand public et une 3e un petit peu plus privée. Et il a fait des images de Londres, comme par exemple cette représentation du British Museum qui était faite pendant une visite qu'il a eue à Londres en 1906. Alors voilà aussi, même palette un petit peu gris, un petit peu morne. C'est un petit peu l'atmosphère de Londres à cette époque-là en même temps, mais quand même, voilà. Et puis ensuite, il a visité Italie. Il était là 2 fois, en 1902 et puis ensuite en 1907. Et en 1911, il a gagné enfin un prix, le premier prix, à l'exposition internationale à Rome, où il a exposé plusieurs œuvres. Et quand il était en Italie, elle a fait aussi, enfin, quelques tableaux, très peu, mais quelques tableaux, comme par exemple l'intérieur de l'église de Sant'Rotondo à Rome de 1902. Et revenons à Londres, encore une fois, c'est la 6e fois, pour une exposition privée, mais aussi pour voir ses amis, pour faire des études, pour faire des tableaux. Il a pris enfin un appartement au Brunswick Square, qui est dans le Bloomsbury, et il a fait, comme par exemple, ce tableau-ci à droite. Alors, quelles sont les influences sur la peinture de Hammershøi? Est-ce que c'est tout à fait individu? Est-ce que c'est tout à fait indépendant de toute influence? Ou est-ce qu'il a bien regardé pendant ses voyages en Europe, pendant ses études dans le Louvre, ou bien pendant ses études même à Copenhague, qu'est-ce qu'il a appris au point de vue pour lui donner enfin son vocabulaire assez spécial? Alors d'abord, j'ai déjà parlé de la peinture hollandaise du XVIIe siècle. Ça, c'était absolument vrai. C'est très pertinent au point de vue d'une idée de l'aménagement de l'espace et de la lumière. Comment déposer les immeubles, par exemple, dans un espace, dans les tableaux de genre, comme par exemple celle de Emmanuel de Witte, que je présente à droite. Et comparaison, je vous montre enfin un Hammershøi pour donner enfin l'idée que ce couloir, cette ouverture sur le fond assez plongeant enfin du tableau de Hammershøi se trouve en parallèle avec les tableaux par exemple de Witte. Mais il y a une différence et on va le remarquer pendant tout avec les autres exemples que je vous présente, sauf Whistler. C'est que dans les tableaux du XVIIe siècle, il y avait beaucoup plus de détails. De Witte nous annonce enfin les matériaux, le style des immeubles, de la glace, enfin accrochée au mur. Tous ces détails sont là, très clairs et très, très précis au point de vue de représentation. Pour Hammershøi, au contraire, c'est tout effacé. C'est beaucoup plus lisse, c'est beaucoup plus
plus mystérieux, brumeux presque. Et cette manque de détails est très importante dans le vocabulaire d'Amos Roy. Deuxième influence, et ça c'est très pertinent, parce que pour Amos Roy, je crois que Whistler, le peintre américain, anglais-américain, enfin il habitait en Angleterre, mais aussi la France, à Paris, était très importante. Alors pour Amos Roy, je vous présente deux exemples. Un exemple du portrait de la mère de l'artiste, qui s'appelle Arrangement in Grey and Black, qui était acheté par le musée de Luxembourg, par l'État français, et se trouvait dans le musée de Luxembourg. Mais au moment que Amos Roy a fait le tableau, le portrait de sa sœur, qui est à gauche sur l'écran, là, il n'a pas vu ce tableau lui-même. Mais il est tout à fait probable que dans la Gazette des Beaux-Arts, qui était un journal qui était sur les étagères de la bibliothèque de l'Académie royale des Beaux-Arts à Copenhague, on trouve les Gazettes des Beaux-Arts. Et dans la Gazette des Beaux-Arts était très souvent, pendant les années 80, parce que c'était le moment que Whistler vraiment établit sa réputation en France, on avait des reproductions après les œuvres de Whistler. Alors, deux choses importantes, c'est la reproduction est à l'envers, très souvent, du tableau lui-même, mais aussi, non, c'est pas vrai, mais aussi que c'est en blanc et noir. Et pour Amos Roy, ça c'est très pertinent. Et l'importance de Whistler se trouve pas seulement au point de vue de la palette que Amos Roy a trouvée pour son propre art, mais aussi au point de vue de la composition. Et voilà un tableau qui vient de sortir d'une collection particulière, vraiment très important, qui se trouve dans l'exposition Jacques Mandré. Je ne l'ai jamais vu, seulement en reproduction. Et ça, c'est une espèce d'accord très précise au point de vue de source whistlerien. Mais l'influence de Whistler, ou l'intérêt que Amos Roy a eu en Whistler, était vraiment la cause, la base de la première visite que Amos Roy a fait en Angleterre, parce qu'il avait l'intention de faire la connaissance de Whistler. Malheureusement, Whistler était à Londres pour très peu de temps, pendant l'hiver 97-98, et il a passé à Londres finalement pour un jour, et ce n'était pas possible pour Amos Roy de faire sa connaissance. Mais ça vous donne une idée de l'importance, même pendant les années 80, 10 ans après qu'il a établi sa réputation comme peintre, que Whistler était vraiment et était toujours très importante. Mais il y avait des autres peintres que probablement Amos Roy a vus, et bien sûr il avait une espèce d'admiration pour, par exemple, Eugène Carrière, peintre monochrome, brumeuse, mystérieuse, et je vous donne juste un exemple d'Amos Roy à côté d'une Carrière de 87, et aussi Puvis de Chavannes. Puvis de Chavannes, qui était un peintre absolument d'une importance presque astronomique au point de vue de la peinture de la jeune génération des années 80 et des années 90. Pas seulement en France, quand on parle de Toulouse-Lautrec, d'Émile Bernard, de Gauguin, etc., mais aussi pour les peintres nordiques. Et pour Amos Roy, je crois que c'est exactement la même chose. Et je vous présente une espèce de parallèle entre les deux dans ce chose-là. Et puis ensuite, il y avait la peinture belge. Il faut se rappeler que Amos Roy a fait des voyages en Belgique. Et là, il pouvait voir, grâce aux expositions des vins et puis la libre esthétique pendant les années 90 à Bruxelles, les œuvres de surtout Mellery, avec un tableau qui s'approche beaucoup à l'idée des intérieurs de Amos Roy. Là, les portes qui se trouvent maintenant à New York, et puis Fernand Knopf. Et Knopf, c'est assez intéressant parce que Knopf, lui aussi, était très influencé de Whistler. Et donc, il y a une espèce de lien en commun entre Amos Roy et Knopf.
Et même avec les paysages, c'est un petit peu la même chose. J'ai mis un paysage de Hammershøi sur la gauche de l'écran et comparaison, enfin, un paysage de Knopf à droite. Et voilà, vous voyez que c'est vraiment une espèce de parallèle entre les deux. Ces paysages un petit peu vagues, un petit peu sans personnage, c'est vide. Et assez, enfin, quand même assez arrangé, presque géométriquement. Alors, finalement, avant de passer à quelques exemples de Hammershøi, il faut parler de deux choses. D'abord, de ses appartements. Parce que les appartements de Hammershøi sont des sujets de son œuvre. Il a habité d'abord chez sa mère, et puis ensuite, il a trouvé un appartement à Strandgård 30. C'est une ancienne maison très fascinante, très beau, très belle, où il habitait entre 1888 jusqu'à 1908. Et puis ensuite, il s'était placé à Bredgade 35, qui se trouve... Pardon. Oui, c'est 35. J'ai mal lu. Entre 1910 et 1913, et entre 1913 et sa mort 3 ans après, il était à Strandgård 35. Alors, tous ces intérieurs sont assez distinctifs, si je peux dire, et aussi très pertinents à ce qu'il était en train de faire. Et donc, quand on voit Strandgård 30, Bredgade 25, etc., dans les titres de ces tableaux, c'est parce que, pour lui aussi, ça c'est enfin le lieu de son art. Parce qu'il n'avait pas un atelier à part. L'atelier, c'était l'appartement. Deuxième, très important pour lui, c'est son supporter, qui était enfin un dentiste, qui s'appelle Bramsen, qui était grand collectionneur de Hammershøi. Il avait plus que 50 œuvres de Hammershøi à la fin de sa vie, dans sa propre collection. Et il avait enfin une famille avec une fille qui était violoniste et un fils qui était violoncelliste. Tous les deux étudiaient de la musique à Londres. Et donc, c'était aussi une raison que Hammershøi est venu à Londres la première fois, parce que les deux enfants de Bramsen se trouvent à Londres. Mais aussi, elle a fait enfin un portrait de Wilhelmine Bramsen, qui était enfin sa femme, la femme de Bramsen, là à droite. Mais c'était Bramsen qui était un petit peu, comment dit-on en français, agent. C'est enfin, c'est un petit peu à la place d'une galeriste. Mais il n'avait pas une galerie, mais il était là pour vraiment soutenir et pour pousser l'art de Hammershøi sur le grand public, dans le domaine public. Donc c'est lui qui a vraiment soutenu les expositions à l'extérieur, comme par exemple à Stockholm, à Berlin, à Dresde, à Londres. C'est lui qui était toujours là en poussant enfin soit les expositions, soit les articles, les critiques sur Hammershøi. Et c'est lui aussi qui était grand ami d'un pianiste qui s'appelle Borek, pianiste anglais d'ailleurs, qui lui aussi prend responsabilité pour pousser l'art de Hammershøi en Angleterre. Voilà. Alors, très bien. Je voudrais bien maintenant vraiment essayer de retirer de l'art de Hammershøi les aspects très spéciaux, tout à fait particuliers à Hammershøi lui-même, pour vraiment voir comment on trouve ce peintre sur un chemin très individuel pour entrer dans le XXe siècle. D'abord, il y a des intérieurs. Le premier intérieur, scène d'intérieur qu'il a fait, c'est le Old Stove. Stove, c'est un poêle. Merci. Ouais. C'est un tableau de 98 qu'il a fait dans la maison de son ami, la critique d'art Madsen. Et puis, vers le même temps, il a fait... Ça, c'est 100 personnes. Il n'y a rien dedans. Il y a seulement, enfin, une porte ouverte et la lumière derrière.
tout à fait ce qu'on arrive de plus en plus de regarder comme enfin, le style principal enfin, de Hammershøi. Et puis à droite, il y a portrait, entre guillemets, de sa mère qui est en train de tisser. Là, elle est enfin dans un intérieur, mais vous remarquez que l'intérieur est très réduit. Il n'y a presque rien sur les murs, au contraire aux intérieurs de l'époque, où on avait enfin des tableaux plaqués partout, il y a des rideaux très, très lourds, très denses, beaucoup d'immeubles, c'est absolument pacte. Mais ici, c'est absolument autre chose. Tout était enfin poussé à l'arrière. Oh, pardon. Et ça se voit ici dans deux autres intérieurs où, avec un personnage, comme par exemple le dos de Dida. Dida était plutôt le modèle d'Hammershøi. Hammershøi peint très lentement et le pauvre Ida passe beaucoup de temps absolument immobile, probablement ça fait beaucoup de peine, mais elle le fait sans dire rien au point de vue d'une souffrance ou rien comme ça. Mais c'est toujours le dos, ou si ce n'est pas le dos, elle a toujours enfin le visage mi-caché. Et ça nous donne l'impression que pour Hammershøi, le personnage présente l'atmosphère de l'espace. Elle contemple, elle est là, elle réfléchit, elle est là en faisant, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de mouvement. C'est tout à fait stable et pur et clair. Et autrement, on a des intérieurs sans personnage, on a déjà vu quelques exemples. Ça, par exemple, à droite, à gauche, où c'est la lumière qui est le sujet. C'est la lumière qui passe de la fenêtre à gauche, hors de la composition, et qui tombe sur ce sofa avec quelques tableaux accrochés au mur. Mais toujours avec cette palette gris un petit peu marron, mais très, comment dit-on, silencieux. Et encore deux autres exemples. Ici, là, il y a un exemple d'un tableau qu'il a fait à Bredgade. Ça, c'est son deuxième appartement, un petit peu plus tard dans sa carrière. Et puis ensuite, je vous présente ici un intérieur avec encore une fois Ida. Alors, je passe maintenant au paysage parce que là aussi, on a cette espèce de réduction à l'essentiel et aussi une espèce d'architecture qui est très importante, architectonique, si je peux dire, et aussi, enfin, la palette qu'on devient de plus en plus regardée comme celle de Hammershøi. Il a débuté très tôt avec le paysage. Je vous présente enfin deux paysages qu'il a fait quand il était toujours enfin étudiant à l'école de Beaux-Arts à Copenhague. Une espèce de simplicité et de modernité qui est étonnant parce qu'il n'y a pas de perspective. Il nous présente enfin cette chaumière traditionnelle, mais sans espace, devant ou derrière. C'est juste plaqué presque sur la surface de la toile. Et même quand il est en train de faire enfin un portrait du Christiansborg Palace, palais de Christiansborg à Copenhague, fait de la fenêtre de l'appartement de Bramsen, qui est intéressant, on voit exactement la même espèce de réduction. C'est comme il a fait ce tableau avec les yeux mi-clos. Il voit que la simplicité des lignes et des surfaces pour nous donner cette espèce d'architecture, mais aussi de représentation. Et même quand il passe dans le paysage proprement dit, on voit exactement la même chose. Mais en plus, la lumière, on le voit derrière, mais comme ça, on a vraiment un sens de la lumière très importante. Là, par exemple, dans le vue de Gentofte Lake Sunshine, on a
bien sûr, une espèce d'image qui le hante de la peinture du paysage hollandais du XVIIe siècle, avec les ciels immenses, énormes. Mais au contraire, à ces tableaux du XVIIe siècle, pour lui, le ciel ne bouge pas. Le ciel sert tout simplement comme la source de la lumière qui tombe sur le paysage et qui nous donne une espèce d'activité ou de vitalité, si vous voulez dire, dans le paysage, mais c'est tout contraint, c'est tout contrôlé. Contrôlé par la palette, par les couleurs, qui sont toujours dans la même gamme. Gris vert, gris argenté, mais toujours comme ça. Et même dans le bois de Mardi, c'est un nom assez curieux, on voit quelque chose si symétrique, presque abstrait, où il place le bois tout au centre de la composition, avec le ciel qui monte au-dessus, et avec cette espèce de champ devant, qui est presque sans intérêt, sans détail, rien. Donc on n'a que les blocs de couleurs qui nous présentent, qui pour lui représentent ce paysage. Alors cette espèce de simplification de paysage, de composition de la nature, se trouve aussi avec une espèce de manque d'intérêt au point de vue de perspective, les lois de perspective ou les lois de la réalité. On voit par exemple des choses, les surfaces, comme par exemple la table avec le drap sur l'image à droite, ou bien la table lui-même, enfin à gauche, qui monte un petit peu sur la surface de la toile. Et donc on a l'impression que les assiettes et l'assiette de beurre va se glisser d'où en bas. Enfin, c'est assez précaire. Et dans le tableau à gauche, c'est un petit peu la même chose, où le sens de la perspective est un petit peu à part, c'est un petit peu contraire. C'est pas tout à fait comme les lois enfin, de perspective traditionnelle, si je peux dire. Et dans ces tableaux-ci, il nous manque des jambes, enfin des immeubles. Le pauvre piano n'a que 2 jambes. Alors ça, c'est un petit peu compliqué pour le piano, mais pour Astrup, ça n'a aucune importance. Parce que pour lui, c'est la question de réduction à l'essentiel. Et la même chose, c'est pour la table, dans l'image à gauche, où il n'y a pas le quatrième jambe est effacé. Donc ce pauvre table, ça marche pas. Enfin, c'est difficile. Mais ça, en même temps, c'est pas nécessaire. Alors, avant de passer ça, je voudrais bien juste, avant de terminer, de vous proposer qu'il faut regarder où on peut placer Hammershøi dans le sens de ses contemporains. Et si on voit bien, ses bons amis Ilsted et Halshøi, les exemples des deux, qui eux aussi ont suivi le genre de l'intérieur avec des personnages dedans, avec une palette un petit peu plus simple que la palette de Witt, par exemple, des peintres du XVIIe siècle ou bien des peintres de genre du XIXe siècle. Malgré cet rapprochement, si je peux dire, enfin, vers l'art de Hammershøi, les deux peintres gardent toujours l'importance, comme les peintres du XVIIe siècle, des détails de chaque intérieur. On a des reflets très clairs, très précis. On a tous les détails, même les détails de la musique qui se trouve sur le piano dans le tableau d'Ilsted. Oui, tous les deux s'intéressent de la lumière qui entre par les fenêtres. Mais c'est beaucoup plus précis, c'est beaucoup plus détaillé et réfléchi.
si je peux dire, dans le sens qu'il a l'intention de nous faire, de nous donner enfin tous les renseignements sur ses intérieurs. Pour Hammershøi, ça ne lui intéresse pas. Et c'est exactement la même chose quand on va regarder enfin les deux tableaux d'autres nordiques, Harriet Backer, par exemple, avec sa bibliothèque, ici un tableau autour de 1900, où on a aussi, même avec les couleurs et une espèce de technique assez lisse, nous donne enfin des détails de l'intérieur, et aussi Anna Anker, qui était un grand ami de Kreuer, dans la salle, la chambre bleue, à droite. Alors, où sommes-nous avec Hammershøi? Hammershøi a eu une exposition personnelle à Londres en 1907. Il était aussi inclus dans une exposition de la peinture danoise, récente, enfin moderne, qui a eu lieu la même année à Londres, au Guildhall Art Gallery. Il était représenté avec 18 tableaux. C'était une exposition immense. Alors, à ce moment-là, il y avait pas mal de critiques anglais qui s'intéressent dans la peinture de Hammershøi. Et il y a un spécialement qui s'appelle T. Martin Wood, qui a écrit dans le Studio, un journal très important, très impressionnant de l'époque, surtout pour l'art moderne. Et je voudrais bien, et je m'excuse, je n'ai pas fait la traduction en français parce qu'on m'a demandé de donner cette intervention et seulement 2 jours, donc je n'avais pas le temps de le faire. Voilà, alors, mais je vous le dis en anglais, je m'excuse. In the paintings of Hammershøi, the modern Danish painter, the room that is painted is generally quite empty. C'est tout pardon, je recommence. In the paintings of Hammershøi, the modern Danish painter, the room that is painted is generally quite empty, but the partly open door is eloquent. Il parle de ce tableau au centre. Of someone who went out, the painter is a poet. And he concludes by saying, it is to the modern of the modern, Willem Hammershøi, that we must turn. C'est au moderne, le plus moderne de tous les peintres, qu'il faut vraiment remarquer l'importance comme un peintre. Et je termine avec ce tableau-ci, qui est vraiment enfin le tableau clou de Hammershøi. C'est un de ces tableaux vraiment le plus remarquable, le plus silencieux, le plus mystérieux, mais aussi poétique. Et finalement, on parle d'un peintre qui est vraiment un poète en même temps. Merci mille fois.